Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Durant plusieurs jours, nous étions nombreux, pour ne pas dire tout le peuple togolais était inquiet. Nous attendions cette fameuse feuille de route avec beaucoup d'anxiété, d'angoisse. Et voilà que effectivement, elle est tombée. Elle n'est pas tombée comme un couperet qui nous aurait tranché la tête. C'est un document que je qualifierais de ni figue ni raisin. Mais je crois que la figue, en dernière analyse, est beaucoup plus substantielle que le raisin. Autrement dit, je crois que cette feuille de route comporte beaucoup de choses plus positives par rapport aux aspects négatifs. Donc, il nous appartient, nous, peuple togolais, qui luttons, qui nous battons pour l'alternative et le changement, je pense qu'il nous appartient de prendre ce document, d'y identifier les points positifs ainsi que les points négatifs, garder le courage à deux mains et continuer le combat. J'ai publié dans la presse locale un article que j'ai intitulé « Le Togolais, nous venons de tuer le serpent, mais il nous reste à lui couper la tête ». Voilà comment je résumerai ma pensée et il reste la guerre à gagner. C'est ça. Nous avons gagné une bataille, mais nous n'avons pas encore gagné la guerre. Et ce qui reste à faire est encore plus costaud. Nous demande beaucoup plus d'efforts, de sacrifices, de détermination, plus de courage. Oui, la rumeur a couru, oui. Bon, vous devinez, vous connaissez mieux que moi ceux qui pourraient jouer encore ce jeu-là. Non, ce sont nos amis du système, RPT et Unir, c'est clair. Les combattants de la liberté n'ont aucun intérêt à toiletter ce document. Non, c'est ça. Moi, ça ne me met pas outre mesure. Ce qui me préoccupe personnellement, c'est notre propre stratégie à partir de maintenant. Que faisons-nous? Voilà, qu'est-ce que nous devrions faire avec notre peuple? C'est ça. Bon, cette tentative de toilettage, mais ils ont toiletté toute une constitution. Et vous voulez vous étonner, vous allez vous étonner qu'ils doivent dire une feuille de route. Mais non. Nous devons nous réjouir que la coalition a pu se maintenir, n'est-ce pas, jusqu'aujourd'hui. Et nous devons souhaiter, nous devons les encourager, nous devons les solliciter, les prier, faire en sorte qu'ils continuent à maintenir la cohésion de ce corps. Sinon, si ce corps aussi s'effrite, comme cela arrive souvent chez nous, les Togolais, nous nous battons dur. Et quand la bataille arrive au point crucial, eh bien, on se tire des balles dans les jambes et on se disperse. Non. Si nous faisons ça, nous aurons trahi le peuple togolais. Le peuple togolais nous fait confiance, n'est-ce pas? Et nous devons faire fi de nos petites ambitions, nos petits intérêts personnels, et voir la misère dont souffre ce peuple depuis des décennies, n'est-ce pas? Avoir pitié un peu de ce peuple et faire en sorte que, au moins cette fois-ci, que cette coalition se maintienne jusqu'à ce que nous obtenions ce que ce peuple nous demande d'obtenir pour lui. Voilà ce que je dirais. Mais, tout simplement, qu'il le veuille bien écouter enfin le peuple togolais.
C'est son Excellence Monsieur Alpha Condé, le président de la Guinée-Conakry, qui a dit à Nouakchott il y a quelques semaines que finalement, ce qui compte, c'est que l'on respecte la volonté du peuple togolais. C'est ça, que l'on respecte la volonté de ce peuple qui ne demande pas autre chose. C'est ça, n'est-ce pas? Des décennies de dictature, de misère, de je ne sais quoi, de tuerie. La Ligue togolaise des droits de l'homme vient de faire un inventaire d'août 2017 à août 2018. Mais on nous parle des morts à n'en plus finir, des séquestrations, des procès iniques, que sais-je. Non. Ce petit peuple-là n'a pas besoin, ne mérite pas ça. Le peuple togolais ne mérite pas ça. Il faut que ceux qui prétendent diriger ce pays, n'est-ce pas, prennent et qu'ils acceptent, n'est-ce pas, que le peuple togolais aussi vive dans la paix, dans la prospérité, comme cela se fait aujourd'hui dans nos pays avoisinants. J'ai commencé en 1944. Pourquoi 1944? Il y avait au Togo une école qu'on appelait au début cours complémentaire, et à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, quelque temps avant la Deuxième Guerre mondiale, on a changé le nom pour l'appeler École primaire supérieure, en sigle EPS, qui était logée dans les locaux de l'actuelle École nationale d'administration. On y passait 3 ans, et après les 3 ans, on passait encore des concours pour aller dans ce qu'on appelait les écoles du gouvernement général de la WEF, Afrique occidentale française. William Ponty, Rufisque pour les jeunes filles, toujours au Sénégal, Katibougou, Dabou, en Côte d'Ivoire, Katibougou et Bamako au Mali actuel qui s'appelait le Soudan français, etc. C'est pour cela que les Loméens appelaient cette école Petit Dakar. C'est-à-dire Petit Dakar. C'est de là qu'on sortait pour aller dans le vrai Dakar. Et donc, en 1944, le Togo était déjà pratiquement dans la lutte pour son indépendance. Et nous étions, je suis la promotion de 44-47, quand nous sommes entrés dans cette école, nos maîtres, qui étaient des gens de haute culture, nous ont entraînés dans ce combat-là. Bon, nous avons passé les 3 ans dans la boîte, et quand nous avons notre promotion, la promotion a passé le concours, ou les concours pour aller dans les écoles dites du gouvernement général de la WEF, les nationalistes, les cuitards, n'est-ce pas, ont convaincu le gouverneur Jean Noudari de nous envoyer en France au lieu de ces écoles-là. Pourquoi? Parce qu'il disait que quand vous voulez voir le pape, il faut aller à Rome, non pas à Konyuakobé. Ensuite, ils avaient fait le compte et ils ont trouvé que ça revenait, paradoxalement, ça revenait moins cher au territoire que si nous allions dans ces écoles-là. Voilà comment j'ai pris le bateau avec un certain nombre de camarades le 17 septembre 1947 pour la France. On avait à y faire quelques 5 ans, mais la vie a fait que j'ai passé en Europe 15 bonnes années consécutives avant de revenir. Quand nous venions d'arriver à Paris en octobre 1947, au mois de mars de la même année, nos quelques aînés qui étaient là-bas, quelques Togolais qui venaient de créer une association baptisée Jeunes Togo. C'était une amicale. Mais du fait que sur le terrain, la lutte venait de commencer, la lutte pour l'indépendance venait de commencer, très vite, le Jeune Togo était devenu un parti politique de lutte indépendantiste. Voilà comment nous sommes entrés dans la bagarre, quoi. C'est ça. J'assumerai le secrétariat général de cette association dans les années 55-57. Et
finalement, je suis allé en Tchécoslovaquie en 1957 avec une bourse de cet État-là, une bourse qui était offerte au Togo par le biais des Nations Unies, parce que nous étions sous la tutelle des Nations Unies. Et voilà, j'ai terminé mes études là-bas, j'ai fait du droit, de l'économie et surtout de l'histoire. Et voilà, je suis rentré au Togo à la fin de 61 et 62 par là. Voilà ma petite histoire. Finalement, j'ai servi un peu dans la fonction publique togolaise et puis j'ai été recruté par les Nations Unies pour lesquelles j'ai travaillé 21 bonnes années. C'est ça, j'ai pris ma retraite, une retraite anticipée en 84. Et voilà, mais depuis, je suis revenu à la politique et je suis là-dedans jusqu'aujourd'hui. Voilà, grosso modo. J'ai milité dans beaucoup de choses, de structures politiques, et ça m'a donné une certaine formation. C'est ça. Mais, on parle de crise togolaise. Moi, je vais plus loin. Une crise, le mot crise a une racine grecque qui veut dire quelque chose de temporel, hein, momentané. Mais quand quelque chose dure des décennies, comme c'est le cas, n'est-ce pas, ce n'est plus une crise. Ça devient soit une question, une affaire ou un problème. Et moi, je dis qu'actuellement, nous vivons une question togolaise. Il y a une question togolaise qui est née avec l'assassinat de Sylvanus Olympio le 13 janvier 1963. J'étais ici, j'étais à Lomé ici. C'est ça. Sylvanus Olympio, un homme de haute culture qui a fait la London School of Economics. C'est pratiquement la seule et prestigieuse école d'économie qui existait dans les années 1920. Oui. Et quand il en est sorti, brillamment, si brillamment que les Blancs ont fait de lui l'agent spécial de l'Unilever qui s'appelait au Togo ici, la USC, United African Company. Arrivé, n'est-ce pas, au pouvoir, aux affaires, il dit, vous ne pouvez pas prétendre être indépendant et utiliser une monnaie d'autrui. C'est une aberration, c'est un non-sens, une contradiction dans les termes. Il a décidé de créer une monnaie nationale togolaise. Ah! Les Français, avec De Gaulle et Foucault, ont dit non, ce monsieur, il y a longtemps, qui nous embête, cette fois-ci, ça ne va plus passer. Sékou Touré, qui venait aussi de créer sa monnaie, allait nécessairement échouer parce que d'abord, l'homme il était brouillon, il ne s'y connaît pas. Donc il allait échouer. Tandis que Sylvanus Olympio, avec sa formation académique, l'intelligence de l'homme, sa détermination, sa carrière, son expérience acquise, n'est-ce pas, au travers de sa carrière concrète, il allait réussir. Et s'il réussissait, ça allait faire tache d'huile, ça allait contaminer le précaré français en Afrique ici. Il s'est adressé à De Gaulle pour l'aider. De Gaulle a dit non, niet. Il s'adresse aux Allemands, aux Anglais, aux Américains, qui, eux, non seulement ont dit oui, ont avancé des fonds pour l'aider à réaliser l'opération. Et ceci coïncide avec la fin de la guerre d'Algérie, qui a obligé la France à démobiliser ces mercenaires-là, les Yadema et consorts, et qui reviennent et qui demandent qu'on les intègre dans l'armée togolaise. Sylvanus Olympio dit, quelle armée? Quand nous accédions à notre indépendance en 60, le Togo comptait 1,5 million habitants seulement, 1,5 million. Vous voyez? Alors, l'armée de cette population, vous imaginez ce que c'est. C'était quelques milices qui gardaient les édifices publics, un point, un trait. Non. Je ne peux pas vous... D'abord, il n'y a pas d'armée. Je ne peux pas vous intégrer dans la chose. Il a aidé quand même, il a casé quand même quelques-uns. Ils étaient à peu près 300, il en a casé à peu près 200. Et bon, là, il y a des mains. De fil en aiguille, la France va instrumentaliser ces gars-là pour assassiner Sylvanus Olympio.
Et nous sommes dans le pétrin. Depuis les 4 années faites par Brzezinski, paix à son âme, Nicolas Brzezinski, n'était qu'un internet. Le vrai pouvoir était entre les mains des militaires au camp. C'est ça. C'est ça. Donc, notre question, notre problème date du 13 janvier 1960, le jour de l'assassinat du président Mussolini. Et tant que on n'aura pas réglé cette question-là, eh bien, nous continuerons à naviguer à vue, n'est-ce pas? Aller de mal à pire. Alors nous parlons, moi j'ai le sentiment que au-delà des questions économiques, sociales, c'est la psyché, ce que les Grecs appellent la psyché ou la psyché, c'est-à-dire l'âme du peuple togolais lui-même qui est atteinte. C'est ça. Et c'est grave. Et c'est grave. Donc, même demain, si nous obtenons le changement, l'alternance et le changement, il va falloir bosser dur pour remettre les pendules à l'heure. Voilà ce que grosso modo, comment je vois la situation. Oui, nous vivons quelque chose de pire qu'une simple crise. Une simple crise, c'est temporel. Oui, il y a une crise à la banque, ou bien une chose, bon, ça dure quelque temps, et puis ça se... Non, là, c'est depuis 13 janvier 1963, vous-même faites le calcul, et puis vous voyez, vous verrez. 3 choses. Du courage, encore du courage, et toujours du courage. C'est ça. C'est ça. Et toujours la lutte, comme dirait Sankara. Parce que seule la lutte libère. Il n'y a pas autre chose. Hein? C'est bien que nous ayons des appuis, la CEDEAO, l'Union africaine, ceci, mais le gros, l'essentiel doit venir de nous-mêmes, de notre propre lutte. C'est ça. Et nos leaders doivent avoir le sens de l'abnégation, le don de soi. Oublier un peu nos petites ambitions, intérêts personnels, tout ça. Serrer les coudes, réaliser ce que moi j'appelle, ce que nos aînés appelaient, nos pères, nos grands-pères appelaient l'union patriotique sacrée. C'est seulement comme ça que nous pourrons nous en sortir. Et parce que l'ennemi est beaucoup plus costaud que nous. Il n'a plus de moyens, nous n'en avons pas. C'est ça. Qu'ils pensent au peuple togolais et non à eux-mêmes. Qu'ils aient le sens du don de soi. Vous savez, si vous voyez, vous prenez le monument, notre monument de l'indépendance, les pères de l'indépendance ont pas écrit à la craie, mais incrusté dans le béton. Hommage au peuple togolais, par ta foi. Ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise est née. C'est ça. Donc, si nous voulons, cette nation togolaise qui a été abîmée le 13 janvier 1963, si nous voulons qu'elle retombe sur ses jambes et marche normalement, eh bien, nous devons retrouver la foi, le courage et le sens du sacrifice, le sens du don de soi. Voilà comment moi, personnellement, je conçois les choses. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.